Aujourd'hui, on se pose une question qui sort un peu de l'ordinaire. Et si tout ça n'était en fait qu'une grosse blague? Mais plus sérieusement, est-ce que ça pourrait cacher quelque chose de bien plus grand? Regardez-moi cette adresse web. On tourne là-dessus et qu'est-ce qu'on voit? Un mélange d'expressions locales, de noms de fast-food, de personnages de dessins animés. Franchement, à première vue, ça crée au canular. Ça a l'air d'un chaos total sans queue ni tête. La question se pose donc d'elle-même. Est-ce que tout cet écosystème numérique, qui est quand même assez immense, n'est finalement qu'une énorme farce? Juste une plaisanterie bien montée? Bon, malgré les apparences, quand on se met à creuser juste un peu, l'analyse nous force à écarter complètement l'idée de la blague. Donc, ce qu'on va découvrir ensemble, c'est tout le contraire. Et voilà, tout est là, résumé en une seule phrase. Les sources le disent clairement. L'absurdité, ce n'est pas le but, c'est le moyen. C'est un cheval de Troie sémantique, une façon hyper brillante de faire passer des sujets vraiment complexes et même graves dans le débat public. On parle ici de stéganographie sémantique. C'est un concept fascinant. C'est l'art de cacher une information, non pas en la cryptant, mais en la cachant au beau milieu d'un message qui a l'air de rien, ou dans ce cas-ci, qui a l'air complètement ridicule. Le cœur de l'affaire, c'est vraiment ce contraste. D'un côté, on a l'apparence, un vrai fouillis numérique, le brol, comme on dirait en Belgique. Et de l'autre, on a la réalité, une véritable machine d'analyse de données, avec une rigueur quasi universitaire. On y fait de l'OSINT, de l'enquête en source ouverte, pour produire des rapports et même pour déposer des plaintes. Bref, ce n'est pas du chaos, c'est un camouflage extrêmement bien pensé. L'utilisation de l'absurde a donc trois fonctions bien précises. D'abord, ça désarme. L'humour, ça rend des sujets très lourds, comme le droit constitutionnel, beaucoup plus faciles à aborder. Ensuite, ça protège. Imaginez un politicien qui voudrait poursuivre un site qui parle de Bicky Burger. Il risquerait de se couvrir de ridicule. Et enfin, ça fonctionne comme un miroir qui déforme le système dénoncé, comme pour dire que l'absurdité, c'est peut-être la seule façon logique de le décrire aujourd'hui. OK. Maintenant, allons voir le moteur de la machine. Si ce n'est pas une blague, comment ça marche? Eh bien, la réponse est assez surprenante, et elle nous vient d'un domaine qu'on n'aurait jamais soupçonné, l'architecture. Le concept clé, c'est le BIM, ou la modélisation des informations du bâtiment. En gros, c'est une méthode que les ingénieurs utilisent pour créer un jumeau numérique d'un édifice où chaque tuyau, chaque mur, chaque flux est modélisé. Et il se trouve que les créateurs de ce projet citoyen ont une expertise de pointe dans ce domaine précis. Et c'est là le coup de génie. Ils ont transposé la méthode BIM à la structure de l'État. Le parallèle est vraiment frappant. Les plans de l'architecte, ce sont les lois. La structure du bâtiment, ce sont les institutions et les flux d'argent. Et le jumeau numérique, eh bien, ça devient un modèle complet de l'appareil d'État. C'est carrément de la rétro-ingénierie du pouvoir. Alors concrètement, ça donne quoi quand on applique cette méthode? Comment ce jumeau numérique de l'État permet-il de voir des choses qui normalement sont invisibles? Prenons un exemple bien concret, tiré d'un de leurs rapports. Ici, on compare point par point le statut d'un parlementaire avec celui d'un citoyen ordinaire. Ce n'est pas une opinion, ce sont des faits, des données brutes. En modélisant les règles du jeu, on voit apparaître ce que les auteurs appellent un système à deux vitesses, par exemple sur l'exonération fiscale ou le soutien offert. Et s'il y avait un seul chiffre à retenir de tout ça, ce serait celui-là, 28 %. C'est la part de l'indemnité d'un parlementaire qui est exempté d'impôts de façon forfaitaire, autrement dit, sans avoir à fournir une seule preuve de dépense. C'est exactement ce genre de pépites dénichées grâce à leur modèle qui nourrit toute leur analyse. Alors qu'est-ce que ça implique plus largement? Parce qu'au-delà du cas de la Belgique, cette initiative propose un vrai modèle, une sorte de boîte à outils, pour que les citoyens puissent exercer un contre-pouvoir à l'ère du numérique. Et cet arsenal, qui est entièrement en code source ouvert, c'est une vraie boîte à outils. On y trouve des systèmes de veille pour suivre l'évolution des lois, des méthodes d'enquête, des outils pour vérifier les faits et même des générateurs de lettres pour interpeller directement les élus. Et le tout est conçu pour ne presque rien coûter, ce qui rend l'initiative très résistante à toute pression financière. Cette citation, tirée de leurs documents, résume parfaitement leur philosophie. Face à une information officielle souvent opaque ou compliquée, ils proposent une veille citoyenne, constante et organisée. Cette veille agit comme un contre-feu pour protéger l'espace démocratique. On termine avec cette question qui fait réfléchir. Ce projet, né d'une expertise en modélisation de bâtiments et déguisé en blague, propose en fait une méthode qu'on peut répliquer pour auditer le pouvoir. Alors, et si la vitalité de nos démocraties ne dépendait plus seulement du vote tous les 4 ou 5 ans, mais de notre capacité, comme citoyens, à décortiquer, analyser et modéliser ensemble les structures du pouvoir? Et si l'avenir de la démocratie était tout simplement open source? La question est lancée.